Bien bonjour, c'est Clélès et aujourd'hui on va parler d'un jeu d'Halloween par excellence, Medieval. Nous sommes le 9 octobre 1998, en Europe, quand le studio Cambridge sort son tout premier jeu une fois racheté par Sony. C'est un jeu d'action-aventure avec un certain mélange de plateformes, à l'univers clairement inspiré de l'étrange Noël de Monsieur Jack, de Tim Burton, ou d'Halloween en général. Un jeu à succès qui aura marqué ma génération pour son côté drôle et horrifique, mais à la façon Halloween. A la base, c'est les équipes de Millennium Interactive qui commencent le projet de Medieval en 1995. C'est 2 années plus tard que Sony Europe rachète le studio, devenant Studio Cambridge et confirmant le Medieval le Chris Sorel. Si au départ, ce dernier veut un jeu plutôt comme Ghosts and Goblins, c'est Jason Wilson, le lead artist, qui pousse le jeu à prendre une forme plus Zelda, c'est-à-dire plutôt aventure RPG et moins arcade. Le jeu a commencé son développement sur Windows et la Saturn, avant que Sony ne se montre très impressionné par le projet, et Millennium signe une exclusivité PlayStation, en rajoutant alors Millennium Interactive pour le faire devenir SCE Cambridge Studio. Ce rachat aide particulièrement le développement grâce à des fonds plus importants, et laisse le studio travailler sur la 3D. C'est un challenge car l'expérience est grande dans ce domaine, et Sorel l'affirmera plus tard en parlant d'une montagne de défis. C'est avec ces challenges que l'équipe devra faire, en jouant notamment au bêta de Super Mario 64 et Crash Bandicoot, et travailleront des nuits entières pour finir le jeu dans les temps. C'est alors dans les alentours d'octobre 1898 que sort le jeu en Europe et aux States, et en juillet 1999 au Japon. Mise en pack avec C12 Final Resistance en 2003 et en 2007 sur le PlayStation Network. La critique est positive et lui donne même une place dans la sélection Platinum de la PlayStation, avec des scores majoritairement de 8 sur 10, voire plus, par la presse. Presse qui lui reconnaît un sens de l'humour intéressant et une approche d'Halloween qui rend l'atmosphère du jeu très originale. Notamment grâce à une OST très contextuelle et fichtrement bien travaillée. C'est au niveau des contrôles que le bas blesse, le passage à la 3D ressortant clairement et en découlant des phases de plateforme hasardeuses à cause des contrôles, mais aussi la caméra. Certains le trouvant trop héritier du fameux Ghosts and Goblins de Capcom, lui donnant un aspect de déjà-vu. C'est tout de même 800 000 copies du jeu qui se sont vendues dans le monde entier, un bon succès dû à son ambiance plutôt qu'à son gameplay, si on en croit les critiques. Personnellement, c'est sans doute le tout premier jeu que j'ai parcouru de ma vie, le jeu étant avec la PlayStation de mes parents, j'ai dû y toucher à partir de mes 4 ans, sans dépasser le 3ème niveau d'ailleurs. Et vu l'ambiance, je n'ai étonnamment jamais vraiment eu peur de ce jeu, plutôt de l'autre qui est ODT. Ce jeu est pour moi une réussite sous tous les angles, histoire, gameplay, personnages et ambiance. Et mon dieu que j'ai adoré ce jeu. Le Sir Daniel Fortesque, la carte du monde qui me faisait clairement penser à la France d'ailleurs. C'est un jeu qui a démarré une histoire qui en est ici aujourd'hui, et j'aimerais lui rendre hommage dans cette critique. On commence alors par le gameplay. Le jeu se présente comme un mélange de platformer 3D et d'action-aventure à la Zelda. On y explore des niveaux remplis d'ennemis avec une sortie qui nous permet de passer au niveau suivant. Les niveaux contiennent différentes portes à ouvrir avec des runes collectées dans le niveau même ou avec des clés obtenues dans d'autres niveaux. On y incarne Sir Daniel Fortesque, un squelette sans mâchoire qui va trucider des morts vivants et autres zombies et fantômes avec des armes diverses pour remplir un calice d'âme. Une fois rempli en tuant les ennemis, on le récupère dans le niveau lui-même. Ce calice nous permet à la fin du niveau d'accéder au hall des héros pour que ces derniers nous donnent des armes et autres babioles. On y retrouve alors des mécaniques de combat très simples, on peut sauter, attaquer normalement, charger un coup spécial. D'ailleurs, celui du marteau est très cool. Mais Fortesque n'a pas que des armes, il a aussi des boucliers qui ont une durabilité qui augmente avec le type de bouclier, en bronze au début et en or à la fin, en passant par l'argent. On pourra d'ailleurs utiliser la charge du bouclier après avoir battu un boss. Il y a alors intérêt de farmer les âmes pour remplir les calices et avoir le plus d'armes possible, mais aussi faire fortune. Des niveaux font preuve d'originalité pour cette mécanique, comme le fait de tuer des villageois fait baisser le pourcentage d'obtention du calice. Le jeu a aussi un système d'argent à récolter lors des niveaux. Cet argent nous permet alors de réparer les boucliers, mais aussi d'acheter des munitions pour les arcs et autres armes de pugilat. Il y a alors aussi des armes avec un fonctionnement très intéressant, tel que la grande épée, qui est enchantée par les gargouilles marchandes et qui perd de son enchantement dès qu'elle est équipée, et même la massue, le marteau avec la durabilité, faite plutôt pour détruire les obstacles. Les combats n'ont pas trop de problèmes et le gameplay reste assez intéressant, même s'il y a des armes plus puissantes que d'autres. C'est comme dit plus tôt, les contrôles qui tâchent les phases de plateforme, comme dans la forêt enchantée, où c'est tout de même bien galère de grimper. Entre la caméra et les déplacements, c'est des fois compliqué de garder sa vie et de ne pas game over un niveau juste sur les contrôles. D'ailleurs, le système de vie est assez original aussi. On dispose de 100 PV et de différentes fioles de vie qui sont des réserves supplémentaires. Il y a alors des sources de vie où l'on remplit nos fioles gagnées dans les niveaux ou dans le hall des héros, ces sources s'épuisant et ne se régénérant qu'en sortant du niveau. Tomber dans le vide vous fait perdre toute votre vie, et une fiole de vie incomplète donne le montant de vie qu'elle contient. Assez simple mais complet, le jeu manque sans doute plus d'énigmes que de features.
On se contentera principalement de suivre les indications pour passer le niveau, plus que de réfléchir vraiment. Mais au moins, il n'y a pas de fracture dans le rythme, on se bat principalement où on galère à monter des plateformes, restant en action constamment. Mais en demande-t-on plus ? Pour la partie histoire du jeu, on y découvre le héros, ou plutôt le zéro, qui est Sir Daniel Fortesque. En effet, le pitch de base est la guerre opposant le royaume de Gallowmer et le sorcier et nécromancien Zarok. Fortesque est alors le champion de Gallowmer, qui tombe lors de la première offensive, de la première salve, d'une flèche dans l'œil. Et c'est ce personnage qu'on va incarner. Sir Daniel Fortesque, qui après la défaite de Zarok et son retour, revient à la vie avec tous les morts vivants de Gallowmer. N'ayant plus d'œil et perdu aussi sa mâchoire, c'est avec ses problèmes à s'exprimer qu'il part sauver le royaume face à Zarok, armé de son bras en toute première arme. Ce personnage est juste trop bon. C'est un peureux, un zéro qui doit devenir héros, et qui bravera tous les dangers pour combattre son ennemi de toujours, Zarok. Accompagné de gargouilles se moquant de lui au départ, de sorcières toutes plus folles les unes que les autres, et du passeur en personne, il remontera la trace de l'ennemi de Gallowmer pour le défier et ramener la vie sur le royaume. Outre sa mort ridicule, Fortesque est accompagné aussi de personnages ayant ou non confiance en lui, comme dans le Hall des héros, où gisent les âmes des héros de la première guerre face à Zarok. Et même si pour la plupart ils ne sont que très peu développés, l'histoire se basant sur Fortesque majoritairement, ils sont tous assez intéressants, comiquement ou au niveau des révélations qu'ils apportent sur l'histoire. En comique, on pourra noter le maire du village qui est tout simplement insupportable, autant qu'il parle trop. Et on ne parlera pas des différents héros du hall qui respectent ou pas notre zéro, n'hésitant pas à faire un commentaire légitime sur l'œil ou la mâchoire de celui-ci. Si l'histoire est linéaire, se basant sur des niveaux et rien de plus, il faut avouer qu'elle n'a rien d'extraordinaire. Comme j'ai insisté sur l'introduction, c'est l'univers qui est plus que cool. C'est un chef-d'œuvre du moment qu'on considère, et pas qu'un peu, le film de Tim Burton en tant que tel. Le jeu semble se prendre tout de même très au sérieux, on parle presque d'apocalypse zombie d'ailleurs. La légèreté est de mise presque constamment avec notre héros, ou les villageois dont le bruit des femmes est très étrangement drôle. Mais l'univers est plus Halloween qu'horrifique, pour preuve, je ne me souviens pas d'avoir eu peur en jouant à ce jeu à 4-5 ans tout de même. L'univers est servi par des musiques qui font par contre très marche funèbre la plupart du temps, et incroyablement contextuelles, mais on en parlera dans la dernière partie de la vidéo. Si le scénario est alors simple, il brille de son arrière-plan très poussé sur l'ambiance qui en émane. L'histoire en sort enrichie bien que minimaliste et sans grand twist, affrontant alors le mal pour sauver un royaume. L'originalité vient alors des personnages et de l'ambiance plus que de l'histoire contée en elle-même. Mais pour ceux qui veulent savoir, ça va spoiler encore. Comme dit précédemment, la première guerre qui oppose Gallowmer et le mage de la cour Zarok fait du champion du royaume la risée du monde entier. Sir Daniel Fortesque mourant d'une flèche dans l'œil lors de la première salve. On vantera cependant ses louanges au début de l'histoire. Vaincu grâce au héros de Gallowmer, Zarok se retire un temps et revint 100 ans plus tard. Grâce à son grimoire, il vole les âmes des villageois et réduit toute vie sur Gallowmer à néant en réveillant les morts pour en faire son armée. Mais se réveille aussi Sir Daniel Fortesque dans sa crypte où on avait enterré avec lui le vil secret de sa mort. C'est alors sa chance de se rattraper, d'effacer son échec et de devenir le héros de Gallowmer. S'armant de son bras, mais surtout d'une épée courte laissée dans la crypte, il sort affronter l'apocalypse zombie dans le cimetière. Fortesque prend la direction du mausolée, où se dirige également Zarok, le tout en tuant des zombies et en récoltant des âmes bien sûr pour choper les calices des âmes. Arrivé dans la colline du cimetière, Zarok lui parle de haut et lui pose un piège en réveillant les gargouilles qui vont cracher des pierres pour empêcher Fortesque de joindre le mausolée, sans oublier le calice et le talisman des sorcières. Arrivé en haut, les gargouilles se suicident de honte, et Fortesque entre dans le mausolée. En récupérant le calice, Fortesque fuit les effondrements dans les sous-sols. Dan cherche alors à tuer le démon Vitrail, dont on défonce le cœur à coups de flamme pour lui briser le cœur et choper la clé du cimetière. Il retourne au cimetière, mais pas dans le même niveau pour sortir de la nécropole, en affrontant les gardiens. Il donne à Dan la possibilité de dash avec le bouclier, en plus d'une nouvelle arme avec le calice. Il y a alors deux possibilités, la terre enchantée ou les champs d'épouvantail. Mais tout le monde va trahir le jeu, vous avez pas le choix, on va donc le faire à 100%. Donc, les champs d'épouvantail, où il faudra éviter tout plein de champs hantés, remonter un tracteur et choper le calice en combattant des gobelins dans des machines. Ensuite arrivent les gorges potirons, le niveau d'Halloween avec des citrouilles vivantes. Imaginez un peu l'apocalypse citrouille, bah c'est ça. On démonte ensuite le serpent potiron, responsable de l'apocalypse citrouille, et on récupère une pierre de dragon de la part de la sorcière qui avait commandité le meurtre du boss. De retour sur nos pas, on part pour le village endormi, entre les bruits des villageois qu'il ne faut pas tuer sous peine de perdre des âmes dans le calice, et on veut le calice. Arrive ensuite le domaine de l'asile gardé par Justin Desbois, qui pose des énigmes pour sortir de ce labyrinthe. Vient ensuite l'asile, un niveau se découpant en plusieurs salles où arrivent des zombies et chaque salle s'ouvre après avoir survécu ou tué tout le monde. On y retrouve le maire du village qui a la fâcheuse tendance de trop parler, mais surtout la deuxième et dernière pierre de dragon.
On retourne alors sur nos pas pour se faire la forêt enchantée, où on libérera des démons pour passer. Ce qui prouve que décidément, Fortesque a encore envie de mourir. La zone des anciens défunts, qui est le niveau casse-gueule, où on doit chercher des casques pour que le passeur nous amène au lac. Autre niveau casse-gueule, construit autour d'un maelstrom. On y trouve le passage pour la grotte de cristal, où se trouve le dragon, qu'on doit assommer avec des pierres pour obtenir l'armure dragon et passer au travers du feu. Feu qui nous bloque le passage dans le canyon de Potence, plein de pendus revenus à la vie. L'apocalypse des pendus, c'est ça aussi Mediville. On arrive donc au château de Galomère, où on y retrouve nos démons qui cherchent notre roi. Château basé sur un volcan, super idée, d'autant que devinez ce qu'on va faire. On active le volcan et on s'enfuit par une catapulte sur ordre de notre fantôme de roi. Récupéré en plein vol par un piaf qui nous sauvera la vie plus tard, il nous amène sur le vaisseau fantôme dont est inspiré Pirates des Caraïbes, ou pas. On y traverse des zones en trampoline et croyez-moi, le lac c'était cool à côté de ça. Fortesque tue le capitaine et s'envole vers le hall d'entrée qui rappelle la cinématique du début avec des gobelins de partout. Le chronographe est le dernier niveau véritable, on y cherche un moyen d'accéder au train qui nous emmènera au repère de Zarok. Une fois là-bas, Zarok invoque une horde de squelettes, mais grâce au calice, des âmes de Galomère se joignent à la bataille. Notre but est alors de donner notre vie pour eux, mais plus il en restera, plus vous en regagnerez par la suite. Arrive le combat seul à seul face au champion de Zarok, un gars sur un cheval. Une fois dégommé, Zarok se transforme en poulet, puis en cochon, puis en bestiole immonde avec sa tête en premier plan. Une fois remis dans son poulailler, tout s'effondre et Fortesque est sauvé par le piaf de tout à l'heure. Retournant dans sa crypte pour se rendormir, il est accueilli dans le hall des héros et essayera de boire du vin alors qu'il n'a plus de mâchoire. C'est ainsi que se résume Medieval, un scénario pas des plus palpitants, mais qui sait être drôle et montre aussi toute la maladresse de notre héros, tout comme de ses ennemis. Il n'y a pas vraiment d'interprétation à avoir sur ce scénario, ça reste une quête aussi épique qu'elle le peut, autant que son héros, tout du moins. Et c'est justement le fait que l'on en rit beaucoup qui rend le scénario attachant, tout comme l'univers et les personnages. En ce qui concerne la musique, la direction horreur mais clairement plus Halloween sert à merveille l'univers du jeu. Principalement constitué de musique lente avec des instruments à cordes et à vent, souvent ponctués de montées rapides, et de parties clairement moins syncopées et plus fluides. On ressent vraiment la notion Halloween, mais reste toutefois vraiment sérieuse en accompagnant un scénario un peu plus ridicule. L'influence, encore une fois, du film de Tim Burton est présente sur une bonne partie de l'OST composée par Andrew Barnabas et Paul Arnold. Certains morceaux comme Cemetery Hill sont pensés comme une valse, et l'utilisation de l'orgue dans la musique suivante du mausolée font vraiment penser à de l'horreur, se prenant vraiment plus au sérieux. Mais une fois sortis de la nécropole, les musiques sont tout de même plus rythmées et font beaucoup plus décalées, comme celle du chant d'épouvantail. Le côté Halloween atteint son paroxysme pour les niveaux des citrouilles, pareil pour la musique du labyrinthe. Battle, la musique des boss, est très bien graduée et nous fait comprendre le danger réel du combat, en gardant cette direction Halloween/horreur. Mais l'OST n'hésite pas à s'intégrer au mieux au niveau, comme le prouve The Crystal Cave, où l'on sent vraiment la notion de cristal, en gardant l'aspect mystérieux. La trompette du chronographe colle très bien avec le niveau, décalé et rythmé comme précisant l'arrivée du combat final. En parlant du combat final, la musique fait très horrifique et garde la tension d'un combat aussi important. On retiendra alors peut-être une note trop monotone sur le thème du mystère et de l'horreur ou du décalé Halloween, mais l'OST rentre et s'intègre de manière très fluide à chaque niveau, changeant même de style entre différents groupes de niveaux. On notera surtout une OST très sérieuse pour un scénario et un univers beaucoup plus décontracté, mais il n'y a pas de fracture réelle, d'autant que certains s'y prêtent tout de même pour les niveaux les plus Halloween. Si c'est surtout un jeu qui aura marqué mon enfance, c'est aussi un univers original saupoudré d'une OST sérieuse qui sert à merveille l'univers. Si les contrôles sont alors le point noir du jeu, le gameplay et la courbe de progression sont très sympas. Les niveaux casse-gueule étant la bête noire du jeu, ils sont tout de même rapprochés et donc pas trop de problème pour le terminer. Medieval aura apporté une suite quelques temps après, mais le jeu en lui-même aura marqué par rapport à son univers, Halloween et horrifique, son personnage ras des pâquerettes et les autres tout aussi ridicules ou drôles. Le level design est bien pensé, nous guidant sans réels objectifs grâce à des portes à ouvrir avec des runes. Si certaines armes sont pétées, on aime quand même son arsenal assez ouf et des façons de les jouer très originales. Medieval est tout de même un classique de la PS1, sans conteste dans le haut du panier de cette époque, et il me fallait parler de ce monument.